On embarque avec Didier Gauzoin, la tête de liste FDF, dans notre tram. Aujourd'hui, on le balade en ville et dans son programme. Bonjour à tous, Didier Gauzoin, bonjour. Bonjour. Philippe Carlo, bonjour. Alors Didier Gauzoin, première question. 5 ans d'opposition en plus pour le FDF, ça ferait 15 ans d'opposition, presque une génération politique. Ce serait une petite catastrophe pour vous? Catastrophe, c'est jamais une catastrophe, mais la vocation du FDF à Bruxelles, c'est d'être au gouvernement et de gérer et de défendre Bruxelles. Donc ce n'est pas notre plan d'être dans l'opposition. Vous partagez l'analyse de M Belgique qui écrivait la semaine passée que c'était une question de vie ou de mort pour le FDF d'entrer dans un gouvernement et que par conséquent ça rendrait les négociateurs FDF particulièrement conciliants, voire même flexibles. Oh, de vie et de mort, c'est tout à fait excessif. On est là pour faire avancer ses idées, on est là pour peser sur les bonnes directions. Incontestablement, Bruxelles a besoin d'être reprise en main. Bruxelles mérite qu'on ne soit plus toujours à la traîne ou qu'on ne soit pas toujours soumis aux revendications d'autres partis, et notamment du Nord, qui voudraient nous imposer la cogestion. Donc c'est une raison nécessaire et suffisante pour que le FDF soit dans le gouvernement. Oui, mais pour répondre à la question de Philippe, est-ce que ça vous rendrait plus conciliant Est-ce que j'ai une tête à être conciliant? Moi, je suis conciliant avec les bonnes idées. Il faut faire des compromis dès le moment où le compromis est utile pour Bruxelles. Mais conciliant, ça n'est pas l'habitude du FDF de faire tout pour arriver au pouvoir. Ça n'est pas dans notre ADN. Et donc pour rentrer dans le gouvernement, il faut être le troisième parti, Didier Gauzoin? Pour rentrer dans le gouvernement, il faut participer à un projet qui est commun. Je pense que nous avons été les premiers au FDF à déposer un projet positif pour Bruxelles. Et c'est sur ce projet-là que nous allons discuter. S'il y a des rencontres possibles avec d'autres partis, je le souhaite, eh bien oui, on pourra faire un gouvernement. Oui, mais ce serait plus simple si vous étiez troisième. C'est toujours plus simple si on a le meilleur rapport de force. C'est pour ça qu'on se présente aux élections. C'est pour avoir le meilleur rapport de force, bien évidemment. Alors, le FDF a divorcé du MR en septembre de 2012. Depuis lors, il y a eu des mots d'oiseau, même un procès que le FDF a gagné récemment. Est-ce que ça veut dire qu'avec le MR, ce ne serait pas possible? Bon, donc il y a la manière indélicate du MR de ne pas payer ce qu'il doit. Il y a le fait que le MR n'a pas respecté ses engagements par rapport à la charte fondatrice du MR. Mais les autres partis francophones ont accepté aussi le début de la scission de la sécurité sociale. Ce qui est évidemment pour nous un refus. Je ne peux pas concevoir qu'on scinde, même progressivement, la sécurité sociale. Le MR l'a fait, mais Écolo aussi, le PS et le CDH. Oui, mais un conflit interne, ça laisse des traces. Et donc, par rapport à cela, est-ce que ça ne risque pas de rendre difficile une coalition avec le MR? Le MR a pris sa responsabilité de ne pas respecter ses engagements. C'est sa responsabilité. Et nous sommes corrects par rapport à ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours dit que pour nous, il n'est pas question d'aller plus loin dans le délitement de cet État, dans le démembrement de cet État, et notamment dans la scission de la sécurité sociale. Alors oui, ça reste des traces parce que, hélas, la 6e réforme a été votée. Mais ça laissera des traces, pas pour le FDF, mais pour le citoyen. Non, mais je parlais de votre divorce aussi, qui a laissé des traces. Le divorce, non, vous savez, ça c'est un problème de susceptibilité personnelle. Moi, pas de problème par rapport à ça. Ouais. Alors vous êtes très critique par rapport à la 6e réforme de l'État. Vous dites que ça va appauvrir Bruxelles. Vous dites que les vertus du refinancement sont déjà aujourd'hui englouties. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire, mais on va vous laisser dans votre galère? Pourquoi vouloir aller dans un gouvernement où, quand on vous entend, les choses vont être excessivement compliquées? D'abord, je hais les mensonges, surtout les mensonges d'État. La 6e réforme de l'État ne donne pas des moyens supplémentaires aux régions. Le Conseil supérieur des finances vient de le dire très clairement. Disons cela. J'entends aujourd'hui, durant la campagne, tous les partis qui ont signé cette 6e réforme dire qu'il va y avoir un refinancement pour Bruxelles. Le refinancement, il est déjà mangé par la mise à l'équilibre du budget de la région. Et les moyens complémentaires, ce sont des moyens pour des politiques qui sont déjà affectées. Nous aurons moins de moyens demain qu'aujourd'hui. Oui, mais vous n'avez pas envie de les laisser dans leur galère? Mais pas du tout, pas du tout. Vous savez, la vocation du FDF, quel est le premier parti à Bruxelles qui a défendu la création de la région bruxelloise? C'est le FDF. Alors, notre stratégie n'est pas de laisser le bateau couler. Au contraire, il faut que Bruxelles soit bien gérée, avec rigueur, et plus que nous soyons systématiquement en situation de demandeur. Et ça, c'est le rôle du FDF. C'est la touche du FDF de faire en sorte que Bruxelles soit enfin, je dirais, autonome dans sa politique et ne doive pas
toujours aller frapper à la porte. Chaque fois qu'on va frapper à la porte du fédéral ou d'autres partis, chaque fois il y a une réforme institutionnelle qui affaiblit les francophones et Bruxelles en particulier. Alors votre leitmotiv, c'est la bonne gouvernance dans votre programme. Alors vous dites dans les 3 mois de son installation, le nouveau gouvernement doit évaluer l'ensemble des politiques menées depuis 1989. Donc un audit général en 3 mois. Comment c'est possible? Il faut prendre les lignes budgétaires. Il faut se poser la question si toutes les politiques qu'on a superposées sont encore aussi pertinentes. Il faut quand même savoir être critique par rapport à ce qu'on a fait. Et on sait faire ça en 3 mois? On peut faire une analyse budgétaire, bien évidemment, en 3 mois. Pour qui connaît bien la gestion, moi je peux vous dire très clairement les secteurs dans lesquels il faudra pouvoir mettre le fer. Il faut avoir la volonté de faire ça. Si on ne fait pas cela, on va se retrouver demain de nouveau en déficit. Tout simplement parce que la 6e réforme, dès 2016, va nous coûter à peu près 120 millions par an. Et qui va évaluer ces politiques? Parce qu'on sait bien que c'est difficile de trouver... Les politiques. Vous savez, moi, quand on lance, par exemple, l'éco-iris, je l'ai signalé, mais je n'en fais pas plus de publicité que cela, mais quand on lance l'éco-iris qui joue sur 8 000 €, mais que ça coûte 400 000 € en consultance, je me pose quand même un certain nombre de questions. Mais c'est un exemple. Dans le domaine économique, on a à peu près 7 à 8 opérateurs qui s'occupent d'économie. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns de trop? Je dis depuis 10 ans qu'il faut rationaliser la politique de l'eau. On n'a pas rationalisé la politique de l'eau. Et donc vous promettez du sang et des larmes en fait. Ce n'est pas du sang et des larmes. Qu'est-ce que le citoyen a à en faire? Qu'on rationalise au contraire, qu'on simplifie, qu'on supprime des institutions, qu'on supprime des politiques qui ne sont plus aussi performantes. Et quand vous dites la masse salariale est trop importante, il va falloir dégraisser, puisque vous dites l'évolution de la masse salariale régionale, c'est plus de 30% entre 2000 et 2010. Oui. Ça veut dire qu'il y a trop de personnes et qu'il va falloir donc rationaliser, donc supprimer de l'emploi. Mais bien évidemment qu'il y a trop de personnel. Bien évidemment que chaque fois qu'on met une politique, on engage du personnel supplémentaire. Et c'est là qu'il faut se poser l'évaluation. Il ne va pas y avoir des licenciements massifs, mais on doit quand même se poser la question si on peut tout le temps faire grossir nos administrations de 30% tous les 10 ans. Ça n'est pas tenable budgétairement. N'importe quel Bruxellois comprend ça. Par ailleurs, là où par souci de cohérence, la plupart des partis veulent régionaliser la formation professionnelle pour avoir un paquet commun en économie, emploi, formation, vous voulez garder cette matière au niveau des communautés? Non, la formation professionnelle, elle est dans les communautés. Elle l'est, mais la plupart de vos concurrents veulent la régionaliser. Mes concurrents, ils ont participé à la 6e réforme de l'État. Et ils ne l'ont pas fait. Alors qu'on ne dise pas qu'ils vont faire demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Alors, ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y avait un certain nombre de bonnes raisons. Quelle est la meilleure des raisons? C'est que les Flamands n'en veulent pas. Alors ayons l'honnêteté. Quand on fait de la politique, on doit être honnête et dire les choses. On ne doit pas aller dire à l'électeur « je vais vous promettre cela », alors qu'on sait qu'on ne l'aura pas. Ce qu'il faut faire en termes de formation professionnelle, c'est travailler, bien entendu, avec Actiris, ça va se faire, mais aussi avec le VDAB, aussi avec le Forum. Et comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Notamment avec le sud du pays. Ce sont les mêmes partis qui dirigent la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, et ceux qui dirigent Bruxelles, et ils n'y sont pas arrivés. C'est qu'il y a quand même un petit problème dans ces partis-là. Alors on passe au volet mobilité maintenant. Vous étiez le seul parti à défendre le projet de péage urbain. On ne le retrouve plus aujourd'hui dans votre programme. Il n'est plus là. Si. Non, le péage urbain, non. Non, on parle d'une fiscalité intelligente. Oui, donc il n'y a plus le mot péage urbain. C'est le même mot, vous savez, péage ou fiscalité intelligente. Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer à Bruxelles à payer et assumer tous les coûts de la mobilité? Mais pourquoi vous l'indiquez plus dans votre programme? Kilomètre ou péage urbain, c'est pas nécessairement la même chose. C'est pas nécessairement la même chose, mais ça pourrait être la même chose. C'est une question de définition. Manifestement, le péage urbain, les gens ont peur de ça. Moi, je dis très clairement, il faudra qu'on module la fiscalité automobile. Il faudra que mais ça, les autres partis le disent aussi. Non, ça, et vous étiez le seul à indiquer. Je m'excuse. Non, ils ne le disent pas. Le paiement suivant l'utilisation du véhicule, ça se retrouve dans la plupart des programmes des partis. Oui, mais sauf que quand ils ont lancé l'expérience, ils ont tout de suite dit en chœur, tous, Nicolas y compris, que non, c'est un très mauvais système. Ils ont donc lancé un système qui coûte actuellement près de 1,5 million de mise en œuvre. Et à peine ont-ils dépensé ce 1,5 million qu'ils annoncent que jamais ils le feront. Et puis ils ajoutent enfin, et de toute manière, ça ne sera pas avant 2022. Est-ce que vous croyez... on le retrouve dans le programme de législature aujourd'hui de la plupart des partis. Est-ce que vous croyez que jusqu'en 2022, on peut encore entendre sans bouger? Et donc, moi, je propose ce que j'ai déjà dit depuis
2003, ce sont les zones basse émission, ce qu'impose d'ailleurs et ce que demande l'Europe. Si le FDF est le seul à avoir défendu et à défendre toujours apparemment le péage urbain, c'est peut-être aussi parce qu'il est le seul parti à ne pas avoir une aile wallonne qui pèse dans les structures internes du parti. En politique, il faut du courage. Et l'honnêteté commande qu'on ne peut plus accepter que Bruxelles soit embouteillée en permanence. Ça coûte plus de 500 millions par an. Pas moi qui le dis, ce sont les entreprises. Mais en même temps, quel stress, quelle pollution, quel coût pour la société. Bruxelles, si Bruxelles veut être une capitale accueillante, si on fait revenir les classes moyennes, il faut qu'on redonne un peu de qualité de vie à Bruxelles. Aujourd'hui, 12 000 ménages à revenus moyens quittent chaque année Bruxelles. Pourquoi? Il y a les problèmes de fiscalité, mais il y a aussi les problèmes de qualité de vie. Alors, il y a aussi pas mal de projets de parking de dissuasion en fait dans votre programme. Le hic, c'est que vous les situez tous en Flandre. Alors, ça a une certaine logique au niveau de la mobilité, mais c'est une promesse aujourd'hui que vous dites on va construire autant de parkings, par exemple 5000 places à Jésus-Seyck. On voit mal comment vous allez réussir à convaincre le partenaire flamand de le faire. Mais si la Flandre ou la Wallonie ne veut pas donner les outils pour leurs citoyens, pour qu'ils ne prennent pas systématiquement la voiture, ça serait un argument supplémentaire pour que Bruxelles prenne ses responsabilités. La Flandre et la Wallonie doivent assumer un service à leurs citoyens. Reporter systématiquement toutes les charges sur Bruxelles n'est pas une bonne politique. Oui. Pour Jésus-Seyck, mais c'est facile de l'écrire, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire. Je vous rappelle que les terrains disponibles sont encore sur le territoire de la région bruxelloise. Parce que ces parkings de dissuasion, c'est évidemment dévoreur d'espace. Esthétiquement, ça n'est pas très joli. Je pense que des régions préféreront consacrer un espace pareil à du logement, des entreprises, des surfaces commerciales, plutôt qu'à un empilement de voitures. Alors, ils refusent de rendre un service à leurs citoyens, c'est leur responsabilité, mais nous ne devons pas être responsables de leur non-choix et de leurs mauvaises décisions. On passe à l'enseignement, puisque c'est aussi une de vos priorités. Et le décret inscription. Dans votre programme, vous dites suppression du décret inscription, tout en maintenant une procédure uniforme d'encadrement des inscriptions. Alors, c'est quoi? On supprime un décret pour en pondre un autre? Non, le problème, c'est que dès le moment où on est rentré dans le décret inscription, on ne sait pas en sortir. C'est de la démagogie de croire qu'on peut sortir du décret inscription. Le décret inscription a montré quelles étaient les écoles, je dirais, très sollicitées. Si on supprime le décret, ces écoles seront toujours aussi sollicitées parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais vous voulez le supprimer, le décret? Non, moi, je veux faire un décret orientation, c'est-à-dire changer les critères. Il faut davantage que le critère d'orientation et de choix des parents en termes de pédagogie soit pris en compte plutôt que des critères qui sont contraires à la mixité sociale. Et enfin, ouais. Mais on repart d'une page blanche, Didier Gauzon. Est-ce qu'on repart d'une page blanche? On ne sait jamais repartir d'une page blanche. Jamais. Ça, ce sont les démagogues qui disent ça. On ne part jamais d'une page blanche. Mais la réalité, la véritable mixité sociale, c'est pas faire venir un petit Mohamed au collège Saint-Michel. La véritable mixité sociale, c'est faire en sorte que le petit Mohamed ait une bonne école, et que le petit Mohamed ait une qualification, et que le petit Mohamed ait un emploi, et que le petit Mohamed ne doive pas dire merci aux politiques, ne soit pas dépendant. C'est ça, la vraie mixité sociale. Tout le reste, c'est du pipeau. Alors vous voulez augmenter la durée de formation des enseignants de 3 à 5 ans. Est-ce que vous n'allez pas désespérer les candidats enseignants qui sont déjà pas assez nombreux? On est dans une fonction en pénurie, et vous allez augmenter les exigences de formation. Ça va désespérer Billancourt, comme on dit en France. Ça, je ne sais pas. Dans d'autres pays, on ne les a pas désespérés. Le problème, c'est le regard que nous avons sur l'école et sur le métier d'enseignant. Aujourd'hui, on demande tout à l'école et on ne donne pas les moyens à l'école pour faire le véritable travail, qui est de donner une formation, une qualification aux jeunes. J'entends bien, mais pour l'instant, on ne trouve pas assez de profs. Est-ce qu'en les formant 2 ans de plus, vous allez susciter plus de vocations? Non, mais alors, c'est la même chose. On ne trouve pas assez de bouchers, on ne trouve pas assez d'électriciens. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut arrêter les formations en boucherie, en électricité? En réalité, il faut miser sur les métiers qui sont en pénurie. On doit valoriser ces métiers-là. On doit encourager les jeunes à aller vers ces métiers. On doit les orienter vers ces métiers. C'est ce travail-là que doit faire le politique, et pas simplement faire un constat comme quoi il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de gardes-malades, etc. Bon, moi, les constats, je ne suis pas en politique pour faire des constats, je suis là pour remédier aux problèmes. Oui, mais est-ce que augmenter la formation, c'est remédier aux problèmes? Oui. Ou c'est l'aggraver? Oui, c'est montrer le signal qu'on veut donner plus de valeur à l'enseignement. Il y aura aussi une augmentation des moyens. Ça coûtera cher.
Ah oui, ça coûtera de l'argent, mais je préfère engager dans les enseignants que engager dans une bureaucratie. Nous avons aujourd'hui une administration qui contrôle les écoles, qui est la plus touffue, la plus nombreuse en personnel, excusez-moi, improductif. Donnons au contraire de l'autonomie aux écoles. En Finlande, l'administration de l'enseignement, c'est rikiki. Il n'y a que quelques unités. Chez nous, c'est tout le contraire. On fait grossir la bureaucratie et on a une difficulté à engager des enseignants ou à revaloriser le traitement des enseignants. Donnons de l'autonomie aux écoles et je pense qu'avec les moyens qui sont aujourd'hui disponibles, eh bien, nous pourrons faire la revalorisation du métier d'enseignant. Dans la même enveloppe. Dans la même enveloppe, M. Deschamps, le professeur bien connu, souligne à juste titre que l'enseignement francophone est celui qui coûte le plus par tête d'habitant. Où est cet argent? Il n'est pas dans les enseignants, vous me dites. Ben, c'est qu'il est ailleurs. Il est dans l'administration, il est dans toutes sortes de trucs qui tournent autour de l'école et qui n'ont pas un lien direct avec la pédagogie. Alors vous indiquez également dans le programme qu'on va manquer de place, malgré le programme de création de places initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a très peu de solutions par rapport à ce manque de place. Si vous êtes au gouvernement, comment pallier ce problème en urgence? Il n'y a pas de solution miracle. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, vous vous contentez de faire le constat. Mais pas du tout, pas du tout. Ce que nous allons faire, c'est créer des écoles. Vous savez, moi je suis bourgmestre d'une commune et il y a un chantier le temps que ça prend. Qui va changer. Bien entendu, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la faute de qui ça? C'est la faute de l'Olivier qui pendant 10 ans n'a pas vu voir le boom démographique. Est-ce que vous croyez vraiment, M. Peuzès, qu'un jour on s'est réveillé, on s'est dit tiens, il y a un boom démographique à Bruxelles? Ça fait 10 ans qu'on le sait. Mais le problème, l'incurie du gouvernement sortant a été incapable de lancer les programmes de rénovation, de construction, d'extension des écoles. Donc il faudra accélérer ce processus et ce n'est pas en mettant des containers dans les écoles qu'on va résoudre à long terme. Donc même avec le FDF au gouvernement, c'est le chronique d'une catastrophe annoncée. Non, c'est pas le chronique d'une catastrophe annoncée. C'est qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas vous promettre que demain, boum, il y a des écoles qui vont sortir de terre. Vous voulez que je vous dise ça? Non, moi je ne tiens pas ce genre d'imbécilité. La politique des containers, par exemple. Mais la politique des containers, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller. Mais on ne va pas se contenter des containers. Il faut qu'on accélère dans toutes les communes, auprès de tous les réseaux, la construction de nouvelles écoles. Alors, on va passer maintenant à la question posée par un des jeunes. Il participe à notre émission Fort de Café, où ils débattent de l'actualité. Et l'un d'entre eux, M. Gauzoin, Alexandre, veut vous poser justement une question d'actualité. Bonjour M. Gauzoin. En quoi le plan que vous avez signé il y a quelques années concernant le survol de Bruxelles diffère-t-il de celui qui est en application aujourd'hui contre lequel vous vous positionnez? D'abord, le FDF n'a pas signé en tant que tel le plan, soit. Mais ce qui diffère, c'est que dans ce plan, il était prévu, non pas les trajectoires que nous subissons aujourd'hui, il était prévu un organe indépendant, neutre, pour évaluer la situation. Il n'existe pas. Il était prévu un cadastre de bruit sur toute la zone survolée, Bruxelles en deux. Il n'existe pas. Il était prévu un accord de coopération avec les régions. Il n'existe pas. Et qu'est-ce qu'a fait M. Wathelet? Simplement déplacer une autoroute aérienne vers deux autres autoroutes aériennes. Mais M. Wathelet parle de l'existence d'une lettre où vous demandiez l'application de ce plan de dispersion. J'ai été le premier à me battre contre la création d'autoroutes aériennes et notamment sur le sud-est de Bruxelles, l'est de Bruxelles et sur l'Ostrand. Et donc, bien entendu que je suis contre cette concentration sur l'est de Bruxelles, mais je ne suis pas pour qu'on déplace cette concentration pour la mettre ailleurs. Ça n'a aucun sens. Mais il dit pourtant c'est ce que vous demandiez. Ce n'est pas vrai. Vous avez lu la lettre? C'est bien M. Wathelet. C'est sa parole contre. Mais non, moi j'ai le courrier. J'ai simplement dit qu'on arrête et qu'on fasse éclater cette autoroute aérienne. Voilà ce que j'ai écrit. Je n'ai pas dit de la déplacer ailleurs. Il faut avoir un peu d'honnêteté. Et c'est une lettre de 5 pages qui reprend tout ce que M. Wathelet n'a pas fait et tout ce qui était dans l'accord de Minute. Et je rajoute, les nouvelles trajectoires devraient, chaque fois que faire se peut, éviter de survoler les zones les plus densément peuplées. C'est exactement ce que M. Wathelet a fait à l'inverse. La solution, c'est quoi alors? Un allongement des pistes pour faire en sorte que les avions survolent Bruxelles en étant déjà à plus haute altitude? C'est d'abord tout ce que j'ai dit. C'est aussi arrêter les vols de nuit. C'est aussi arrêter cette concurrence effrénée
entre aéroports où Bruxelles fait la concurrence à Bierzet, à Charleroi, à Deurne, à Ostende. Il faut une véritable politique aéroportuaire. Il faut que l'aéroport de Bruxelles... L'actionnaire de l'aéroport est privé à Bruxelles. Hein, Mais ça, écoutez, c'est pas moi qui l'ai privatisé, hein. C'est notamment M. Di Rupo qui l'a privatisé. C'est pas moi qui l'ai privatisé, mais on est encore le politique, on a encore la possibilité de décider ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut véritablement un aéroport qui accepte tous les types de vols? Il faut donc fixer un quota de mouvement et il faut, Ça, bien entendu, s'il vous plaît. Ça, c'est la Flandre, c'est le permis d'environnement. Mais bien entendu que c'est la Flandre. Mais alors quoi? Parce que c'est la Flandre, parce que c'est l'État fédéral, nous devons nous coucher? On doit être à la niche et on doit tout accepter? C'est ça? Non, C'est ça l'état d'esprit des Bruxellois. Ben, on doit se battre. Le seul argument de défense des Bruxellois, c'est l'arrêté d'Igozouin. Ben, qu'on l'applique déjà. Qu'on l'applique. Ouais, mais là, vous savez que c'est compliqué parce que Pourquoi côté flamand, on a du mal à appliquer ce plan. Ça veut dire que vous, si vous êtes au gouvernement demain, cet arrêté Gozouin et donc ces amendes, elles seront données et elles seront perçues. Ben, bien entendu. Et comment vous allez en convaincre les partis flamands? Mais il ne faut pas les convaincre. C'est la loi. Quand vous avez une loi, vous devez la respecter. Moi, tout homme politique jure de respecter la Constitution et les lois du peuple belge. Mon arrêté, c'est une loi. Il y a l'obligation de la respecter. Vous êtes en infraction si vous ne le faites pas. Qu'on soit flamand, qu'on soit francophone ou qu'on soit ni flamand ni francophone, on doit respecter la loi dans ce pays. Mon arrêté est une loi qui a été confirmée jusqu'à l'Europe au niveau de la Cour de justice européenne. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le pape donne encore sa bénédiction à mon arrêté? Alors, une question concernant le logement maintenant. Vous êtes de ceux, dans votre programme, vous indiquez qu'on peut autoriser sous certaines conditions la vente de certains logements sociaux. Est-ce que ce n'est pas se séparer de logements publics dont on a cruellement besoin, Didier Gozouin? On a cruellement besoin, oui, mais ce dont on a cruellement besoin aussi, c'est de moyens. On doit aussi encourager l'accession à la propriété. Vous savez, les familles même modestes ne rêvent pas d'être locataires éternellement. Ils aimeraient bien pouvoir être propriétaires. Et pourquoi ne pas, dans certains cas, pouvoir vendre, à condition, bien entendu, que l'argent soit réinvesti. On manque de moyens. Utilisons le patrimoine qui est le nôtre, faisons recycler l'argent. Est-ce qu'on manque vraiment de moyens, puisque le gouvernement vient d'inscrire 800 millions, 900 millions pour la politique du logement, ce qu'il appelle l'Alliance Habitat. Ils l'ont inscrit pour 2015, 2016, 2017, 2018. Mais vous savez qu'un budget ne se décide qu'année par année. Donc moi, j'ai aucun problème de dire que la région bruxelloise va dépenser 20 milliards en 2020. Voilà, je vous le dis. Est-ce que vous croyez que ça va se faire? Vous n'y croyez pas, vous? Moi, je ne crois pas aux promesses qui sont intenables. Soyons sérieux, les moyens ne vont pas tomber des murs. On va donc avoir difficile en région bruxelloise, comme d'ailleurs dans les autres régions, comme dans les autres pays. Nous ne sommes pas sortis de la crise. Ne faisons pas des promesses impossibles. Alors faisons le maximum de logements. Faisons en priorité le logement social. Faisons en sorte que les plus de 2000 logements sociaux qui sont vides, ça c'est un scandale, ça a doublé ce chiffre-là, ne soient plus vides et soient occupés. Ça doit être la priorité des priorités. Et puis enfin, créons une allocation loyer encadrée, parce que le véritable problème du logement, ce n'est pas une crise immobilière, c'est une crise sociale du logement. Les gens n'ont pas les revenus en adéquation avec la hauteur des loyers. Ils ne veulent pas entrer nécessairement dans le logement social. Ils veulent avoir les loyers du logement social. Oui. Mais certains de nos téléspectateurs vont sans doute relever de paradoxes où vous dites qu'il faut créer de nouveaux logements sociaux et parallèlement vous acceptez d'en vendre une partie. Mais non, pourquoi c'est un paradoxe? Mais pourquoi c'est un paradoxe? Pourquoi faut-il garder tout son patrimoine? Moi, si on m'autorisait, parce qu'on manque énormément de logements sociaux. Mais si vous faites en sorte que quelqu'un qui est dans les logements sociaux, dans les conditions de logements sociaux, devienne propriétaire à des bonnes conditions, eh bien, je pense qu'on aura stabilisé, on aura créé la cohésion sociale. Donc, pourquoi voulez-vous, idéologiquement, que la personne à faible revenu ne soit jamais propriétaire? Pourquoi voulez-vous? Ça, c'est de l'idéologie. Elle peut être propriétaire, mais dans le privé, pas forcément dans le social. Pourquoi oui, et dans le privé, je n'ai aucun problème dans le privé. Moi, je suis pour... le fonds du logement, c'est ça. Mais bien entendu. Mais je dis qu'on manque de moyens. Alors, il y a peut-être une piste. Alors, ça ne va pas tout résoudre. Mais 50 millions par-ci, 50 millions par-là, c'est ainsi qu'on peut redynamiser et relancer une politique de logement. Moi, je dois bien constater qu'en 10 ans, la politique du logement est un échec. On nous avait dit en 2004 qu'on allait faire 5000 logements avant 2009. On en a fait à peine 2000 en 10 ans.
Alors, est-ce que vous croyez que demain, on va pouvoir faire 10 fois plus que ce qu'on a fait hier? Pourquoi les partis qui ont échoué hier vont réussir demain? Qu'est-ce qui nous permet de croire ça, hormis une fois de plus un chèque en blanc? Alors, il reste 2 minutes à peu près. Je vais vous demander de réagir à 2 propositions faites par d'autres partis. Une proposition du CDH, tiens, qui veut dédier un pôle au numérique, faire une Silicon Valley sur le site de l'ancienne OTAN, enfin ce qui deviendra bientôt l'ancienne OTAN. Vous en pensez quoi, Didier Gauzoin? Écoutez, que l'on développe des pôles de compétences, des pôles industriels axés sur les nouvelles technologies, pas de souci. Bon, penser que ça sera la Silicon Valley, ça c'est l'habillage électoral. Alors, une autre proposition, on la retrouve d'ailleurs dans plusieurs programmes. C'est une proposition dans le cadre de la mobilité. Le tram 71, en fait, on ne le trouve pas dans votre programme, Didier Gauzoin. C'est ce que proposent pas mal de partis. Ce que nous disons, c'est qu'il faut une tramification quand on peut le faire. Et bien entendu, quand on fait une tramification, il faut le faire en site propre. Sinon, c'est un déploiement de moyens qui est inutile et fort onéreux. Et donc, tram 71, vous dites quoi? Le tram 71, je ne connais pas le dossier, mais je pense que si on fait le tram 71, on ne peut le faire qu'en site propre. Ou alors, il ne faut pas faire le tram 71. Et donc, chaussée d'Ixelles, ça vous semble une bonne idée? Je n'ai pas la connaissance du dossier. Je constate que le dossier a été lancé, il a été initié, les permis de bâtir sont en cours. Si demain, chose à faire, c'est la première chose que je vais analyser. Je dis simplement, on ne peut pas faire de tramification si on n'a pas le site propre. Donc, même si ce n'est pas dans votre programme, vous ne remettrez pas en cause ce projet? Mais ce qui est dans mon programme, c'est que nous sommes pour la tramification au site propre. Très bien, merci Didier Gauzoin d'avoir fait cette balade en tram. Merci. Avec nous. Merci Philippe Carlo. Alors on se retrouve demain pour la dernière balade et cette fois-ci on embarque Joël Milquet.